Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle série du MOSI, série de webinaires consacrés à la préparation de la mobilité internationale pour les entreprises. On va se retrouver 3 fois pour traiter de ce sujet. C'est une série qui est organisée en partenariat avec la Caisse des Français de l'étranger. Et pour ce premier épisode, on va parler droit du travail en expatriation, sécuriser les parcours à l'international. Et nous avons la chance d'avoir avec nous deux spécialistes. Julie Denonfou de Deloitte Société d'Avocats. Vous êtes spécialiste de mobilité internationale. Merci d'être ici. Et Rachida Kassi, directrice du marketing et du développement de la Caisse des Français de l'étranger. Merci à toutes les deux. Donc, cette premier épisode de cette série, je vous l'ai dit, est consacré au droit du travail en expatriation. Je voudrais commencer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Julie Denonfou. Quand on parle mobilité internationale, souvent les entreprises pensent à une chose, c'est contrat. Est-ce qu'on fait un contrat d'expatriation? Est-ce qu'on fait un autre type de contrat? Est-ce qu'on envoie en local, comme on dit, etc. Est-ce que c'est seulement ça, finalement, la mobilité internationale, quand on est un employeur? Alors, bien sûr que non. C'est, la mobilité internationale, c'est une matière très large, et c'est, quelque chose de très, varié. Ça recoupe en fait 4 il y a 4 piliers dans une mobilité internationale réussie, que sont l'immigration, le droit du travail avec la partie contractuelle, la sécurité sociale bien entendu et la fiscalité individuelle. Et quand on combine ces 4 piliers, on construit une mobilité réussie. Alors bien entendu, la partie contractuelle est très importante et c'est ce qui, va nous occuper aujourd'hui. Mais, il faut avoir en tête qu'une mobilité internationale, c'est une combinaison, de ces quatre facteurs. On en parlera d'ailleurs, on ne va pas seulement parler contrat de travail, mais on va commencer par ça. Est-ce que juste pour résumer pour tout le monde, même si on a une vague idée de ce que c'est le détachement, l'expatriation et cetera, vous pouvez nous rappeler les grandes différences entre ces, j'allais dire moi, ces 3, contrat local, expatriation, détachement, mais peut-être qu'il y en a d'autres, Mmh. et nous dire un peu quelles sont ces grandes différences entre chaque statut? Alors, on peut déjà les regrouper en 2 catégories. Le contrat local, en fait, c'est vraiment la situation où quand on envoie quelqu'un à l'étranger, on met fin au contrat français et on conclut un contrat, dans le pays d'accueil avec, toutes les spécificités, du droit qui s'applique, dans le pays d'accueil. La deuxième catégorie, c'est quand on garde le contrat français, c'est-à-dire que le contrat français, n'est pas on n'y met pas fin. En revanche, on l'aménage, via des avenants et ces avenants peuvent prévoir soit une situation de détachement, soit une situation d'expatriation. C'est-à-dire que, soit le contrat continue à vivre, et ensuite, aménagé dans les modalités d'application, soit le contrat français est suspendu et un avenant vient remplacer certaines dispositions du contrat français pendant la durée de la mission à l'étranger. Mais dans les 2 cas, on garde ce contrat français, en vie, suspendu en sommeil, mais en vie et le salarié à la fin de sa mission peut revenir, en France et le contrat français reprendra vie dans les 2 cas. Alors que dans une situation de contrat local uniquement, bah, vous l'avez compris, il y a plus de contrat français. Est-ce qu'il y a des situations où une entreprise, disons d'une certaine taille, habituée à l'expatriation et cetera, va quand même recourir à du contrat local? Est-ce que c'est on a tendance à dire de plus en plus que l'expatriation disparaît. Ouais. C'est ce qu'on entend, Mmh. notamment quand on est à l'étranger. Il y a de moins en moins d'expats Oui. dans ce sens-là très, très étroit juridique Mmh. du terme, même si maintenant on utilise l'expression pour, voilà, embrasser une réalité plus large. Mais est-ce que c'est le cas effectivement qu'il y a de moins en moins d'expats dans ce sens-là et plus de contrats locaux? C'est le cas. En fait, il y a de plus en plus de types de mobilité. C'est ça. L'expatriation telle qu'on l'a connue, il y a 20 ans avec, le contrat français, le détachement, sécurité sociale et cetera, ça existe toujours, mais c'est une situation qui est quand même, très coûteuse pour les entreprises. Les expats, ça coûte cher, on l'a toujours entendu et c'est vrai. Et donc, il y a d'autres solutions qui sont apparues. Il y a l'expatriation avec justement la solution CFE. Et le développement effectivement de la multiplication des contrats locaux. C'est-à-dire qu'on a même des entreprises assez, importantes, le CAC 40, ce type-là,
qui, qui en fait, pour leurs salariés, leur propose un contrat local 3 ans en Espagne, leur propose ensuite un contrat de travail 3 ans en Italie, aux États-Unis et qui, construisent maintenant les mobilités de cette façon-là. Et je passe, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, tout ce qui est télétravail, à l'international et autres, Bien sûr. qui ont aussi des impacts, en termes contractuels. Alors, on va revenir justement au comment on choisit tout ça, mais je voulais revenir avec vous, Rachida, justement au rôle de la CFE. Donc la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger, la Sécu pour les Français à l'étranger, pour faire rapide et court. Comment vous vous imbriquez dans ces questions-là? À quel moment, quel type de contrat, dans quel type de contrat vous pouvez intervenir ou de situation juridique vous pouvez intervenir ou pas? Est-ce que vous pouvez dire ça? Oui, oui, complètement. Alors, en fonction des différents contrats que vient d'évoquer, Julie, il peut y avoir des impacts sur, la protection sociale, plus particulièrement la sécurité sociale des collaborateurs et des salariés. Donc c'est l'ADN de la CFE, hein, l'idée de la CFE, c'est de transposer les mêmes garanties que la sécurité sociale en France, à l'étranger. Donc et de pouvoir maintenir une certaine continuité des droits des salariés, à l'étranger également. Donc Julie a parlé du contrat de détachement. Hem, il faut préciser que, il n'est pas, automatique. Le détachement, sécurité sociale permet, aux collaborateurs et à l'employeur de continuer à cotiser à la sécurité sociale française et donc de continuer à être remboursés et être couverts par le système français. Donc ce type de contrat est limité. Bien sûr. Je parle sous couvert Mmh. de Julie, il est limité, il n'est pas automatique et il n'est pas, possible de l'effectuer dans tous les pays, Non. C'est possible uniquement si on a une convention de sécurité sociale entre la France et le pays d'accueil et c'est quelque chose qui, dans tous les cas, est limité dans le temps. D'accord. Donc, sur un contrat de détachement sécurité sociale, pas utile d'avoir la CFE en parallèle. De toute façon, c'est interdit, Mmh. c'est pas utile. Effectivement, la CFE peut plus s'imbriquer sur un contrat d'expatriation qui permet en fait à l'employeur, de permettre, aux collaborateurs d'avoir l'équivalent du système de sécurité sociale français et qui permet aussi à l'employeur d'apporter une certaine garantie à son salarié. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est voilà, on est la sécu, puis, il y a une complémentaire santé et on couvre, la santé, les accidents du travail et également la retraite. Sur le contrat local, c'est moins évident. C'est important que le salarié sache qu'il a la possibilité de cotiser à la CFE en plus, des cotisations locales, parce qu'effectivement, comme le disait Julie, l'employeur n'a plus aucune obligation, il a uniquement les obligations locales, donc étrangères. Toutefois, il faut que l'employé sache qu'il perd tous ses droits au système français. Donc s'il a déjà cotisé, en France et qu'il n'a pas une solution palliative et qu'il n'y a pas de convention ou d'accord entre, la France et le pays dans lequel il est expatrié, il y a de fortes chances qu'il commence à se constituer un trou dans sa carrière. Mmh. Sur la partie, santé, il n'aura plus la possibilité de venir se faire soigner en France. Hem, sur, les accidents du travail et les arrêts de travail, ça va être pareil en fait. Il y aura plus ce lien avec la France et donc là, ça devient important pour le collaborateur de se renseigner sur le système local. Tous les systèmes à l'étranger ne sont pas équivalents au système français. Ils peuvent être meilleurs, D'accord. mais plus Mmh. coûteux et ils peuvent être inexistants aussi. Complètement. On aura, sur la partie retraite que vous avez évoquée, on aura une séquence, consacrée entièrement à ça. Je voulais, Julie, de No Food, donc de Deloitte Société d'avocats, qu'on revienne à cette question du statut Ouais. contractuel, et comment on choisit finalement? Est-ce que c'est, quand on a un salarié, notamment si on est une entreprise, disons d'une taille petite ou moyenne avec peu d'habitude, Mmh. au moment où il faut décider, qu'est-ce qui fait le choix? Est-ce que c'est d'abord un choix stratégique? Est-ce que c'est un choix budgétaire tout simplement? Est-ce que Alors, c'est principalement un choix budgétaire, ouais. faut quand même bien se l'avouer parce que justement la situation de détachement où on reste assujetti à la sécurité sociale française obligatoire versus la situation d'expatriation où on est assujetti au système local plus la CFE, en général en tout cas ça fait partie de nos recommandations, heu ne représente pas du tout le même coût. Pourquoi? Parce que quand on est à la sécurité sociale obligatoire, en fait, ce sont les règles de la sécurité sociale française qui vont s'appliquer sur l'intégralité de la rémunération. C'est-à-dire
le salaire bien entendu, mais tous les éléments qui peuvent faire partie d'une mobilité. Quand les sociétés décident de prendre en charge un logement, décident de payer l'école des enfants, décident de donner une prime de mobilité, tout ça va être soumis à la sécurité sociale française. Et ce qui va être également soumis à la sécurité sociale française, donc par employé, par employeur, hein, vous vous rappelez qu'il y a deux parties et c'est souvent la part employeur qui coûte le plus. Tout ça, ça inclut aussi si la société décide de prendre en charge l'impôt en local de son salarié, ce qu'on appelle l'égalisation fiscale. Euh, En revanche, dans la situation d'expatriation, d'un point de vue de la sécurité sociale, donc on est assujetti au système local. Et puis, ben, bien entendu, quand on envoie un Français à l'étranger, quand on est employeur, on veut le rassurer et on lui dit, bien entendu, on va maintenir la protection telle que tu la connais, on va activer la CFE et on va te prendre ça en plus. Et en fait, le fait de prendre les deux représente un coût bien moins important pour la société parce que les cotisations à la CFE, les cotisations volontaires d'une manière générale, se font sur une base choisie qu'on appelle le salaire de référence, qui peut être complètement déconnecté du salaire que le salarié reçoit réellement en mission, mais qui en général correspond à ce qu'il avait avant de partir. D'accord. Donc ça permet de limiter le coût de la sécurité sociale et sur des pays par exemple comme les États-Unis, choisir entre expatriation et détachement, ça peut représenter un différentiel de coût pour une société, de l'ordre de 100 à 150 000 € par an, pour une protection équivalente. D'où l'importance de se poser la question. Après, juste pour préciser, les choix ne sont pas tout le temps budgétaires, même si c'est important. Quand on envoie quelqu'un, même si c'est plus coûteux, quand on envoie quelqu'un qui est en fin de carrière, qui a toujours cotisé ou sur des durées courtes, bien entendu qu'on va quand même choisir le détachement, qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, que, lancer toutes les affiliations, C'était ma question, j'allais vous ouais. demander, étant donné ce que vous nous dites, Oui, on voit mal pourquoi on choisirait du détachement sur ça peut quand même. l'expatriation. Ouais. C'est plutôt c'est quoi? C'est parce que c'est très court, Des durées courtes, des situations répété? particulières, par exemple une fin de carrière, mais principalement c'est la durée courte, qui va générer Qu'est-ce que ça. vous appelez une durée courte? Bah, par exemple, pour moi 1 an. 1 an, c'est quand même assez Donc court on va pour être une plus, par mobilité. exemple, dans le cadre d'un chantier ou des Par choses e comme ça, quoi, Exactement, la ouais, durée une durée de mission, exactement. Puis il y a des sociétés qui également choisissent le détachement parce qu'elles ne veulent pas, se créer de de travail administratif supplémentaire et peut-être que la question budgétaire n'est pas centrale. Mais ça arrive aussi, hein, je vous assure. Il y a des sociétés à qui on dit: «Mais vous êtes sûr que vous voulez faire ça?» Ils nous disent: «Oui, oui». Vous allez ça va vous coûter plus cher pour une protection équivalente? Oui, oui. d'accord. OK. Alors justement sur le coût, il y a aussi là un peu dans l'imaginaire collectif l'idée que contrat d'expatriation égale package d'expatriation avec, voilà, éventuellement les écoles dans les pays où il faut payer les écoles, les appartements, et cetera. Est-ce que c'est d'abord forcément le cas? Et est-ce qu'il y a aussi là des tendances, des choses qui évoluent de ce point de vue-là? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas forcément le cas. Ça a été beaucoup le cas avant et c'est pour ça que cette image, elle reste vivace, hein. Quand on dit, «Je suis expatrié», tout de suite, on s'imagine, voilà. C'est pas forcément le cas parce que c'est pas une obligation, en fait, de la société et de plus en plus, en fait, on est sur des mobilités qui sont, des opportunités, de carrière pour les salariés. C'est plus vraiment la société qui a besoin d'envoyer les gens, c'est, les salariés qui ont aussi envie de vivre cette mobilité, donc on n'est pas dans la même, rapport. Bah, voilà, effectivement, il y a une question de coût aussi, l'expatriation, à l'ancienne, représente un coût. Alors un expatrié, juste pour qu'on soit très clair, ça reste quand même toujours plus cher que de garder son salarié en France. Mais, il y a quand même des moyens d'optimiser ce coût et notamment ça peut être la réduction des packages effectivement, et d'avoir juste un salaire, pas forcément l'école, c'est des choses qu'on voit de plus en De plus. plus en plus, ouais. Mmh. Justement, ça va nous amener un peu à la 2e Mmh. partie qui est, les questions de négociation, sécurisation du contrat. C'est, parfois des moments un peu tendus dans la carrière d'un salarié parce que on va changer de vie et on Mmh. a besoin d'être sécurisé, on a besoin de savoir qu'effectivement on ne prend pas des risques inconsidérés.
Quelles sont de ce point de vue-là et du point de vue sans doute de l'employeur, les clauses que vous conseillez qui doivent, absolument figurer dans un contrat d'expatriation justement pour protéger le salarié? Alors, il y a plusieurs clauses, qui doivent figurer dans un contrat d'expatriation. Les plus importantes et ce qui va en fait sécuriser, tout le monde, c'est les clauses qui concernent le statut fiscal et social du salarié pendant la mission. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer fiscalement? Qu'est-ce qui va se passer socialement? Il y a, les clauses, qui prévoient, les qu'est-ce qui se passe en cas de fin de mission? Comment ça va se passer à la fin de la mission? Si ça se termine plus tôt, si ça se termine à l'heure, si ça se prolonge? Et d'une manière générale, en fait, pour être sécurisé d'un point de vue contractuel, il faut être, le plus exhaustif possible et encore plus dans une situation de mobilité. Le conseil vraiment, à retenir, que ce soit d'un point de vue employeur ou d'un point de vue employé, c'est que tout ce qui pose question soit écrit et soit clairement écrit pour que, en fait, on n'ait pas de situation de flou juridique qui peuvent créer de l'insécurité et ou, créer du risque, notamment niveau employeur. Parce qu'un salarié en mobilité est quand même un salarié entre guillemets, «fragilisé», d'un point de vue, des juridictions françaises, par exemple. Et si jamais il y a quand on a des contentieux, ça les salariés sont quand même, régulièrement, protégés par la jurisprudence. Je voudrais revenir sur un point que vous avez Oui, souligné qui est, fiscal. oui. Vous dites: «Il faut négocier». Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, on s'attend à ce que l'employeur prenne en charge un éventuel surcoût fiscal, du fait de l'expatriation? Et dans les détails, comment ça marche? Alors comment ça marche? Bah, effectivement, quand vous êtes en mobilité, vous avez l'habitude de payer vos impôts en France et subitement on vous dit: «Ben, tu vas aller, travailler aux États-Unis». Donc en fait, la conséquence, ça va être que vous allez payer vos impôts aux États-Unis. Alors, ce qui pose question, c'est, super, pas de problème, mais si l'impôt aux États-Unis est plus cher que l'impôt français, est-ce que moi, salarié, je vais supporter cet impôt ou parce que ça a l'air une super opportunité, mais si je dois, y contribuer, c'est peut-être que l'opportunité n'est pas si belle que ça. Donc ce qu'on fait, dans une mobilité, et ça c'est toute la partie fiscale, c'est le pilier, fiscal de ce que je vous expliquais, en début de webinaire, c'est qu'on va en fait, sécuriser le salarié en lui disant: «Je vais te garantir que, quel que soit le pays où je vais t'envoyer, tu, ne supporteras de l'impôt qu'à hauteur de ce que tu supportes en France». C'est ce qu'on appelle une courbe en U, en fait, et c'est le principe, la mécanique de l'égalisation fiscale. Et ça permet quoi? Ça permet le salarié sait combien il va toucher, il sait combien il va supporter d'impôts, et la société, elle, ça lui permet de pouvoir, proposer, à des salariés de partir dans des pays où elle a opérationnellement besoin d'eux. Parce que dans les pays où l'impôt est plus cher, effectivement, elle supportera l'impôt supplémentaire. Dans les pays où l'impôt est moins cher, elle gagnera en fait, le différentiel. Mais elle ne peut pas se permettre de dépendre du régime fiscal du pays d'accueil pour envoyer ses salariés. Après, ce mécanisme d'égalisation fiscale, attention, il n'est pas du tout obligatoire, hein. Oui, C'est vraiment, c'est contre. c'est contractuel. Nous, on recommande de le mettre en œuvre, dans tous les transferts, et toutes les sociétés qu'on assiste, on recommande de le mettre en œuvre parce que justement, ça sécurise le salarié, ça, sécurise aussi, l'entreprise qui sait, combien elle va payer, quel va être son budget, le budget de l'expatriation, et ça lui permet, voilà, de pouvoir, répondre aux besoins opérationnels, quel que soit le pays. Sinon, vous avez des gens qui vous aurez tout le monde à Dubaï et personne, au Danemark ou aux US où l'impôt est très cher. Oui, parce que ça, on a l'impression qu'on paie beaucoup d'impôts ici, ce qui est sans doute vrai, Oh, c'est mais sans doute vrai. aux États-Unis, par exemple, c'est pas vraiment un paradis fiscal et notamment dans certaines villes, certains États, on l'a souvent dit dans nos webinaires, mais ça peut, Très finalement, on loin. peut se retrouver avec, des impôts qui sont plus importants que ce qu'on paye. D'autant plus que la base peut être aussi plus large du Oui. fait des avantages divers qui sont donnés. Correct, et on n'a pas de prise en compte, notamment du quotient familial Voilà, que tous nos Français pensent, universel, et ce n'est pas le cas. c'est pas le cas. Mmh. Et juste, à propos des négociations, il y a souvent cette question sur, la clause de retour, la clause de Mmh. réintégration.
Est-ce qu'il faut, intégrer ça dans le contrat? Est-ce que c'est toujours opposable? Enfin, comment ça marche? Oui, parce qu'en fait, cette clause de réintégration, elle permet justement de poser les choses et de se dire, quand la mobilité va prendre fin, je sais comment je vais revenir, je sais à quel poste, je sais à quelles conditions je vais revenir. Parce que le retour d'expatriation, c'est quelque chose qui s'anticipe. Souvent, on prépare beaucoup les départs et cetera, Ouais, mais par expérience, et je pense que vous serez d'accord avec moi tous les 2, le retour d'expatriation est aussi quelque chose de très, compliqué, ouais. et il faut l'anticiper, et notamment au niveau contractuel, en prévoyant la clause de retour. Parce que, quand le salarié va revenir, peut-être qu'il sera passé que 2 ans, mais il sera peut-être passé 10 ans, il sera peut-être passé 20 ans parce qu'il aura enchaîné d'autres mobilités, et donc c'est important que les choses soient vraiment posées. Toujours sur ces questions de phase de préparation, négociation du contrat, Rachida, de votre côté, qu'est-ce que vous recommandez, comme solution, disons, pour assurer la continuité à la fois de la couverture de santé, de la prévoyance, de la retraite? Bah, toujours, en fait, on va recommander la Caisse des Français de l'étranger, en fait, qui assure la continuité des droits avec le système français au départ comme au retour. Et effectivement, je ne peux que rebondir sur ce que dit Julie, c'est on a tendance à préparer le départ et pas du tout le retour. Et effectivement, on pense, même s'il y a cette clause dans le contrat, on ne pense pas nécessairement que, le salarié va, rentrer et exercer immédiatement une activité, salariée en France. C'est à peu près la seule condition qui lui permettra, au niveau de la sécurité sociale, de réintégrer le régime obligatoire, immédiatement. Sur tous les autres, si le salarié rentre et qu'il ne reprend pas une activité salariée ou une activité tout court, hem, il peut y avoir un délai d'attente équivalent à une carence de la sécurité sociale qui peut aller jusqu'à 3 mois. Donc c'est un délai, qui ne permettra pas au salarié d'avoir des droits. Donc s'il a des soins d'urgence ou, il ne sera pas couvert. Donc c'est quelque chose, au niveau de la sécurité sociale, qu'on oublie, où on n'y prête pas attention parce qu'effectivement, on est plus focusé sur le départ que sur le retour. Et puis Ouais. ça peut être pareil aussi pour la famille. Donc on peut très vite être dans une situation délicate. Le fait d'être à la CFE, ça permet en fait de pouvoir, continuer à être couvert par la CFE sur la partie santé, quand on rentre en France, justement selon ce temps d'attente que peut, mettre en place la sécurité sociale. Donc on continue d'envoyer ces feuilles de soins à la CFE le temps que la bascule soit opérée sur le régime général. Et sur les autres points, pardon, et je finirai là-dessus. Un salarié peut rentrer en France parce que, quelque chose de grave en termes de santé lui est arrivé à l'étranger. Donc s'il n'était pas à la CFE, il n'y a pas cette histoire de continuité. Donc forcément, en rentrant en France, s'il n'y a pas les bonnes assurances qui ont été positionnées, il peut y avoir cette attente et ce délai où, la sécurité sociale ne va pas toujours reconnaître ce qui s'est produit à l'étranger. Ouais. Le fait d'être à la CFE, ça va aider, dans certains cas, à ce que la sécurité sociale reconnaisse, la pathologie, et donc, quand, ce délai d'attente sera passé, pourra prendre en charge, selon, le barème français. D'accord. Alors, on s'approche déjà de la fin de ce webinaire, mais je voudrais qu'on passe quelques minutes sur cette question, cette tension un peu inhérente à l'expatriation entre le droit local et le droit français. Lorsque, c'est quelque chose évidemment auquel les gens sont sensibles, lorsqu'un salarié accepte un contrat local, par exemple, dans un pays où le droit du travail n'est pas forcément très protecteur, comment ça se passe et qu'est-ce que vous conseillez de votre côté pour arriver à limiter les éventuels, écueils? Alors, c'est pour ça que c'est toujours très difficile Ouais, pour un Français de renoncer à son contrat français, et d'une manière générale, quand on est, avocat, on conseille quand même aux salariés de garder leur contrat français, d'autant plus que ça les empêche pas d'exercer, en local. Heu, Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, le contrat local, si Rachida l'a dit au tout début, c'est-à-dire que là, on perd la protection complète du droit du travail français. ouais, Vous n'avez plus de recours envers votre ancien employeur, même si, on se trouve dans un groupe, dans un même groupe de sociétés. La seule chose qui peut atténuer ça, c'est, une, obligation qui existe, obligation de réintégration quand on est salarié d'une société mère française et qu'on accepte un contrat local dans une société fille dans un autre pays.
le contrat français est rompu, on a le contrat local qui prend vie dans un autre pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas particulier, le code du travail prévoit que, même en cas de rupture, il existe une obligation de réintégration du salarié si jamais, ça se passait mal dans le pays d'accueil. D'accord. Et cette obligation de réintégration, elle pèse sur la société mère. Donc, quelle que soit la raison de la fin de contrat en local, cette obligation existe, elle est dans le code du travail, elle est assez peu connue, mais c'est un garde-fou, Un filet de un sécurité. filet de sécurité, mais attention, c'est assez limité. Si vous êtes dans 2 sociétés sœurs, ça ne marchera pas, c'est vraiment, une situation particulière. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Très bien, mais on va conclure sur, pour ce webinaire consacré au droit du travail en expatriation. Je vais vous demander, à toutes les 2, quel serait votre, conseil numéro un à un salarié, ou plutôt à une entreprise, avant une expatriation, Julie? Alors moi, mon conseil numéro un, c'est de demander conseil, parce qu'on trouve beaucoup de choses. On a l'impression qu'on trouve beaucoup de choses, et c'est vrai sur les différents médias. C'est très riche, c'est formidable, mais quand on construit une expatriation, expatriation au sens large, hein, quand on construit une mobilité, c'est important de se faire aider, d'activer et d'ouvrir les bonnes portes pour pouvoir justement proposer, une mobilité, attrayante, mais sécurisée à son salarié, parce qu'une mobilité qui est réussie, c'est une mobilité où tout le monde y gagne, et voilà, c'est vraiment le conseil numéro un à donner à tout le monde. Bah, moi, je vais rebondir sur ce que dit Julie. Effectivement, c'est de préparer, c'est aussi de prendre en compte, la carrière du collaborateur, parce qu'à la base, si l'entreprise veut expatrier, son collaborateur, c'est que, il a toutes les compétences et tout le besoin. Enfin tout le besoin, il couvre tout besoin qu'a l'entreprise pour une société à l'étranger. Après, effectivement se préparer parce que, on voit bien que ça peut mettre en enfin ça peut mettre en péril la vie et la famille, d'un collaborateur, mais également, ça peut aussi embarquer une certaine responsabilité de l'employeur. Donc, je peux que rebondir en disant que, on l'a vu en plus avec Julie, toutes les entreprises n'ont pas forcément des problématiques de coûts. Donc effectivement, ce serait dommage de ne pas, être entouré des bons conseils, de ne pas avoir eu toutes les informations au démarrage. Parce que c'est vrai qu'au-delà des responsabilités légales des employeurs, il y a aussi une responsabilité morale. Quand vous envoyez quelqu'un en mobilité, la plupart du temps, vous envoyez aussi sa famille. Le contrat, tacite, c'est que ça se passe bien C'est que ça se passe bien. pour que justement on revienne à cette relation gagnant-gagnant dont je parlais tout à l'heure. Et en général, ça se passe bien. Et ça se passe en général très bien. On va finir sur ce message optimiste. Merci beaucoup à toutes les 2. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce premier webinaire de cette série Préparer la mobilité internationale. On se retrouve, très bientôt pour parler retraite dans le cadre de cette série qui est, organisée en collaboration avec la Caisse des Français de l'étranger. À très bientôt, et vous pouvez entre-temps continuer de nous suivre pour toute l'actualité de l'international et du business international en particulier sur lemossi.com. À très vite.